introduction riche. Je pense que moi, il me parle beaucoup, il y a beaucoup de choses qui me parlent beaucoup, parce que peut-être, parce que ce que je vais vous présenter, ça aide à travers l'action sur le terrain aussi, de se confronter à des situations, et du coup, si je me mettais à votre place, maintenant c'est vrai que tout ça, il y a toutes ces informations qui arrivent, et c'est un peu, ça fait beaucoup de termes, beaucoup de choses, mais je vais essayer à travers mon expérience avec le collectif, montrer quel serait peut-être le terroir, le territoire, le substrat de comment activer une pratique d'architecture pour se confronter à toutes ces notions, à la société dans laquelle on vit, se positionner par rapport à cette société, se positionner par rapport à sa propre pratique. Je pense que tout ça a été bien développé, c'est-à-dire, oui, en tant qu'architecte, qu'est-ce qu'on fait, et pourquoi on fait, et pourquoi ces études qui sont assez longues finalement, sont si riches et intéressantes, et on passe du domaine de l'art au domaine des sciences humaines, à des domaines très techniques, etc. Et comment on fabrique ensuite, peut-être, on se pose toujours la question, tout au long de sa pratique. Alors, il y a eu une citation par rapport à l'atelier d'architecture autogérée. Moi, je voulais commencer avec ça, et je trouve ce qui était intéressant, avant le projet qu'ils ont fait au passage, 38, 36, 56. Ils étaient des habitants, en fait, avec leur projet dans le quartier de la Chapelle, là-bas, et c'est là qu'ils ont commencé leur projet. Et quand ils présentent leur projet, ils disent voilà, on est des architectes, mais on est aussi des habitants. Et habiter, c'est avant tout s'ancrer dans un territoire. Et je pense que c'est, dans tout ce qu'on parle, la participation et tout ça, c'est être conscient de cette dimension-là et de développer cette dimension-là. Qu'est-ce qu'on fait dans un territoire? Est-ce qu'on consomme le territoire, comme ça a été évoqué au départ? Ou est-ce qu'à un moment donné, comme Constantin et Dorina se sont dit, voilà, on habite ce territoire, et comment être un voisin, être un habitant, on devient aussi un fabricant du territoire. Et cette dimension de l'habiter, c'est quelque chose que je veux faire référence du coup. Donc j'ai commencé par faire référence au terme qui a été utilisé dans ma première page, qui est ma page de marketing, comme ça permet de remettre les points sur le nom existe, parce que existe, c'est la sortie, c'est dehors. On est souvent dehors, c'est vrai. Existe, en plus, c'est intéressant, je ne peux rien à faire, mais pourquoi ce nom? En fait, parce qu'on a commencé cette pratique quand on était étudiant, quand on a fait notre diplôme d'architecture, et on est allé dehors. On a rencontré, je pense que la rencontre avec des professeurs, c'est important, c'est eux qui vous aident à franchir des caps, à déclencher des choses. Et notamment Xavier Guyot à l'école de la Villette a été un déclencheur aussi dans ce qu'on voulait faire, dans les choses qu'on n'arrivait pas à formuler, et se dire qu'on en a marre de faire, on n'a pas envie de faire un diplôme, on va encore simuler un projet, avoir un programme, dessiner un projet, faire des maquettes, et puis dire voilà, vous avez du logement, du sport, je ne sais pas trop quoi, etc. À quoi ça tient et pourquoi produire cette matière? Et avec ce professeur, il nous a invités, on avait envie de faire, et lui il nous a invités à trouver une situation qu'on pouvait prendre entre nos mains, c'est-à-dire un bout de terrain. Et donc on a commencé sur ce bout de terrain qui est près de la Villette, jusqu'à l'extérieur, et donc c'est Xavier Guyot qui nous a emmenés là-dessus. Et la rencontre avec ce terrain, c'est ça qui a tout déclenché. Ça faisait 6 mois qu'on était là, avec chacun, on était 5 à dire on ne veut pas faire un projet individuel, on veut faire un projet collectif, on veut faire une installation, on veut fabriquer quelque chose. Alors on veut le faire dans l'école, et il nous dit non, vous ne le faites pas dans l'école, vous sortez, vous allez dehors. Et il nous a présenté cette parcelle, et voilà. Et ben oui, voilà. Là, et du coup, la rencontre avec un territoire, avec une situation réelle, physique, matérielle, un espace, c'est ça qu'on recherche. C'est ça qui est important. Et
Et en fait, et c'est là qu'on a rencontré aussi Patrick Bouchain, parce que dans nos discours, tout d'un coup, on a formulé des histoires de TDC et tout ça, et à cette époque-là, c'était en 2003, on nous dit, ah, Patrick Bouchain, il travaille sur la forêt des TDC depuis longtemps, etc. Vous voulez le rencontrer et l'inviter sur le projet. Et donc, il nous a aidé aussi à formuler le projet. C'est un projet qu'on a appelé aussi uniquement l'architecture durable, et qui était un projet éphémère, finalement. Et donc, pour nous, on a pris d'assaut cette parcelle qui appartenait au parc de la Villette, mais c'était un rab, c'est ce qui reste après autour du parc de la Villette, c'est-à-dire ça leur appartient, mais ils ne savent pas trop comment faire, c'est trop petit, c'est en dehors du parc et tout ça. Mais c'était une situation, il était fermé, il y avait cette texture du sol tout autour, l'espace public bien fait, bien défini et tout ça, et puis il y avait ce petit terrain. Et pour nous, vu qu'on était 5, et donc le nom existe, vient de ça, il y a 5 lettres. Alors, et puis c'était aussi cette question existentielle qui a été évoquée au départ. Effectivement, on est des jeunes architectes, est-ce qu'on va terminer directement après le diplôme dans une agence à distribuer, c'est ça ? Distribuer de l'architecture, à définir, à produire et à distribuer, ou est-ce qu'on va enfin pouvoir utiliser ce qu'on a appris pour pouvoir mettre en forme, et bon, on va devoir apprendre à construire, on n'a pas forcément appris à faire ça, donc on se met en mouvement pour produire, pour comprendre une situation, commencer à nettoyer un lieu, et rien que de nettoyer un lieu comme ça, on rencontre déjà ce qui se passe autour, il y a des intérêts, donc on commence à tisser des fils avec un territoire. Et ensuite, voilà, il y avait ce côté existentiel dans le nom, et puis il y avait aussi les coordonnées de l'espace, et puis du temps, et de l'énergie, etc. Bref, c'était plus intéressant. Mais je vais essayer d'abord vous présenter des projets, enfin un projet en particulier. Donc le collectif, effectivement, c'est un peu un mouvement qui s'est un peu initié. Je pense que ça vient du fait aussi qu'en tant qu'étudiant, on a envie de redéfinir l'architecture, on a envie de savoir comment on peut se lancer là-dedans. On sait qu'en face, on n'est pas considéré vraiment comme un architecte, on a 40 ans, on sait trop quoi. Donc cette idée de collectif, c'est de faire ensemble peut-être par dépit, des fois, un certain aspect, et de se dire, bon, on est plus fort à 5, et puis on va profiter des compétences de chacun pour avoir différents regards, pour fabriquer différentes situations. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de collectifs, ça s'est fabriqué, et c'est assez compréhensible par rapport, en réaction à l'image de l'architecte star, etc. Et effectivement, alors ça crée toute cette tension à l'intérieur même, parce que je pense que le projet de collectif lui-même est un projet en soi, avant que ce soit un collectif pour l'architecture, etc. C'est une aventure humaine qu'on a envie de vivre ou qu'on n'a pas envie de vivre, ça c'est à chacun de décider ce qu'il a envie de faire, mais en tout cas c'est quelque chose d'assez intéressant dans le sens où on va faire ensemble et on va essayer de comprendre qu'est-ce que chacun peut se positionner dans un groupe et extrapoler de cette aventure interne d'un collectif entre personnes, d'extrapoler, de dire que finalement la ville c'est un collectif aussi, ou en tout cas une portion de cette ville, quels sont les liens qui se passent et comment on peut gérer une partie d'un territoire ou comment les gens peuvent être investis là-dedans. Donc ça pose toutes ces questions, ça pose des questions sur soi-même, à l'intérieur même d'un groupe, et ça pose des questions aussi de savoir, au niveau de la ville, comment ça se passe. Comment l'intérêt collectif ou l'intérêt individuel travaillent ensemble. Et donc, nous, notre collectif, depuis la commencé en 2003, donc ça fait un bout de temps, les personnes qui participent encore à ce projet, je suis un des derniers depuis le début, encore en train de... Mais bon, il y a plein d'histoires qui viennent, où chacun prend aussi des directions, envie de développer, prendre la force de l'énergie du collectif et puis développe des choses individuelles. C'est ça qui est très beau, il faut l'accepter aussi. Mais l'idée du collectif, c'était de ne pas développer une agence. Donc on n'est pas une agence, c'est-à-dire on est tous des indépendants, des individus, que ce soit des constructeurs, des gens qui ont des tas de connaissances différentes, des constructeurs, des designers, des graphistes, effectivement des vidéastes,
signer. À un moment donné, la forme n'est pas définie, le collectif n'est jamais complètement défini. Il y a des formes de hiérarchie dans le sens où il y a des forces qui entraînent d'autres gens, mais effectivement, quand on fait des projets, le collectif s'étend et intègre les habitants et n'importe qui à un moment donné participe à ce projet. Et donc nous, on ne se voit pas comme une agence, mais on essaie d'être une force de proposition sur des situations qu'on nous présente. Alors d'un point de vue marketing, effectivement, on fabrique, donc, comme je vous disais, on fait participer les habitants, comme vous voyez bien, on discute avec eux, puis les gens. Ce qu'on cherche dans la participation, comme on appelle participation, je parle jamais de participation, mais c'est le contact avec l'autre, avec la personne qui est sur place, c'est de trouver des personnages qui ont quelque chose de particulier, qui a amené dans le projet, ou de rechercher des caractères qui ont une histoire, qui vont vous informer sur le territoire dans lequel vous vous trouvez. Des militants, celui aussi a participé d'une autre manière, mais ça c'est à Birmingham, c'était un petit projet, mais c'était dans la ville de Birmingham, deuxième grande ville d'Angleterre, ça s'appelle Birmingham, avec plein de problèmes psychologiques, parce qu'elle est toujours la deuxième ville, ils ont un accent horrible. Donc on a décidé de renommer la ville qui s'appelait Birmingham. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait un avec des tas de performances, un peu une espèce de célébration comme ça pour essayer de travailler sur le. Mais on avait trouvé cette espèce de grand terrain. Après, on voit le train qui passe à l'arrière, c'est le train de Londres qui arrive, donc tout le monde peut le voir. On avait fait de nouveaux types comme à Hollywood, vous savez, les types vous arrivez, donc on avait renommé la ville à cet endroit-là. On espérait que le projet allait se développer. Après, ils ont commencé à bâtir une université, c'était jamais prévu tout ça. Et aussi des personnages comme ça qu'on rencontre qui d'un coup, c'est des habitants, mais ils ont quelque chose en particulier, ils ont quelque chose à vous raconter sur ce qui se passait de l'autre côté. Newton, qui a 77 ans aujourd'hui, l'Américain, il avait un club, quand on a fait ce projet à Londres, Le Moulin, et il avait, avant, pendant 30 ans, il avait un club de l'autre côté de la ville qui s'appelait le Club des 4 As, le Four Races Club, et il est redevenu DJ après ce projet. Et puis c'est des personnages avec qui, sur des projets, en tout cas à Londres, on rencontre ces caractères, mais donc ils amènent, ils trouvent leur manière de s'intégrer au projet, puis sur d'autres projets qu'on fait dans d'autres territoires, ils reviennent, ils réapparaissent, ces personnages. Et même le gars de la sécurité, parce qu'on avait fait ça avec une institution artistique d'art contemporain qui est le Barbican. Donc, bien sûr, il faut toujours avoir un gars d'avoir quelqu'un qui fait la sécurité, mais même le gars de la sécurité est devenu participer, c'est lui qui a expliqué le projet, enfin, on avait plus besoin de le faire, c'était génial, et puis il était chantier, donc il a commencé à réparer des choses. Donc, puis après, suivant ce qu'on met en place dans les projets, ben, ça attire, comme ça devient des points focaux qui permettent. Alors, qui permettent aussi voilà, des petits détails, des petits objets, un sac de frappe, voilà, ça attire des boxeurs. On a eu la chance, quand même, à travers ces projets qu'on a commencé au moment du diplôme. Alors c'est vrai qu'on a rencontré Patrick Bouchin à ce moment-là, et puis il nous donne l'opportunité de travailler avec lui sur le projet le pavillon français à la Biennale de Venise. Donc effectivement, d'un point de vue marketing, c'est très bien. C'est super. Venise, c'est la vitrine, mais bon, on est un peu dans le zoo, dans le parc, c'est très bien. C'était intéressant parce qu'on a beaucoup appris de Patrick Bouchin aussi, de cette idée, de ce que je voulais raconter aussi, de cet aller-retour qu'on fait toujours entre les notions conceptuelles, peut-être philosophiques, politiques, d'un côté, qui sont des choses qu'on fabrique, et les choses qu'on fait. Et il doit y avoir cette espèce de relation. Et des fois, en faisant, on dit, ah tiens, ou bien après avoir fait, on lit quelque chose et ça devient, d'un coup, les choses prennent forme, les concepts, les notions, et
les attitudes, c'est-à-dire on commence non seulement à fabriquer des espaces, mais on se fabrique soi-même aussi à travers. Donc l'idée des projets qu'on a fait jusqu'à présent, pour nous, c'est pas effectivement des objets qu'on a envie de vendre. Effectivement, je pourrais parler de ça, il y a une dimension esthétique, il y a une dimension événementielle dans les projets, mais c'est pas la finalité. C'est que en tant que collectif, c'est des instants de travail ensemble, c'est des instants des moments de tester à la fois des techniques de construction, comprendre en tant qu'architecte ce qu'on a dessiné, quelle dimension ça prend dans l'espace, quel effet ça prend dans l'espace, et comment on choisit, parce qu'on s'est retrouvé, du coup, je parlais de la Biennale, parce qu'après, on a eu l'occasion, de nous dire, venez, on organise cet événement à Londres, voilà, est-ce que vous voudriez pas faire un projet? Alors, la chance qu'on a eue, c'est que souvent dans ces projets, on ne nous donne pas un site ou une situation d'abord, et c'est qu'on commence par essayer de visiter avec un guide, essayer de trouver un guide sur place qui nous emmène dans le lieu et de repérer des situations urbaines intéressantes. Souvent, effectivement, des terrains délaissés, au départ du projet, ou des choses où on se dit, oh, là, on va pouvoir construire quelque chose, on va pouvoir faire découvrir, emmener les habitants dans une situation. Et on se rend compte que sur les commissions qu'on a eues, qui sont entre les biennales ou des événements culturels, on les a pris comme des terrains de jeu, des terrains d'expérimentation éphémères, parce qu'on nous donnait une temporalité, un budget, et à nous de trouver un site, à trouver un projet. Et donc c'est tout ce travail-là aussi de repérage, d'arpentage de la ville, qui est très intéressant. Comment on trouve une situation, qu'est-ce qui est intéressant? Parce que trouver une situation dans un projet éphémère, c'est déjà la moitié du projet qui est fait, trouver une bonne situation. Parce que trouver une espèce, c'est là où on va trouver, on se dit, voilà, on va se poser des questions par rapport à sa localisation dans l'univers urbain, dans les dynamiques urbaines. Est-ce que c'est en arrière de quelque chose? Est-ce qu'il y a des contrastes? Est-ce qu'il y a... Et aussi, de façon très pragmatique, est-ce qu'on va pouvoir facilement amener l'eau, l'électricité, comment on peut habiter le lieu? Et donc, chaque fois, je vous montre une série de lieux, par exemple, là, c'est un terrain à Londres pour le Moulin. Et donc, c'est un terrain là qui nous dit, et dans la discussion, dans la recherche, on propose, c'est à nous, c'est un propos qu'on assume, où c'est pas on impose un petit peu quelque part, mais pas imposer au sens, c'est-à-dire qu'on vous réouvre un lieu et on invente une histoire. Et je pense que l'idée de l'histoire, elle est super importante, parce que je pense que c'est sur l'histoire qu'on peut juger l'architecture, qu'on peut juger le développement urbain. C'est que souvent, je pense que ce qui est assez difficile à suivre, c'est quelle est l'histoire qu'on raconte quand on fait un nouveau quartier quelque part. C'est quoi l'histoire qui est derrière? Alors nous, à travers des projets éphémères, on travaille une histoire d'abord, qui peut arriver dans les discussions, que ce soit avec les commissaires, que ce soit avec les habitants, une discussion qu'on entend. Mais le moulin, et puis essayer de trouver une histoire un peu singulière et assez facilement compréhensible, et que ce soit un challenge aussi technique de le construire, et puis de ramener un petit peu une espèce de fiction dans le territoire. C'est cette fiction, cette histoire qui permet à un collectif aussi d'intervenir et de trouver un territoire commun, que ce soit pour les graphistes, que ce soit pour d'autres pratiques, d'intervenir et d'amener leur savoir et de le ramener dans cette même histoire. Donc, chacun avec son point de vue, d'un coup, que ce soit le moulin, ça va se décliner et ça va être une espèce de fil conducteur qui permet à chacun d'intervenir. Là, on a fait un projet qui a duré 2 mois à Varsovie. Alors, c'était assez difficile de trouver un terrain là-bas, mais il y avait ce rond-point qui est sorti de bretelles d'autoroute en même temps, qui ressemblait un peu à ces cercles qui découvraient dans les champs, comme s'il y avait des ovnis qui étaient... en plus, on ne savait pas ce qu'on faisait là-bas. Donc, on a fait une sorte d'ovni, comme ça, qui était avec un programme assez divers. On met en place un lieu qui réagit comme ça par intuition et physiquement à une situation. Et en plus, c'était un carrefour. Le lieu s'appelle en polonais, c'est le Carrefour.
Et c'est un lieu, souvent on essaie d'aller sur des terrains qui sont justement pas trop développés, ou qui sont comme ça, qui n'existent plus dans la pratique de l'espace public. Alors ça c'était assez difficile, la barrière autour, là, bon, ça a été très, très controversé au sein du collectif. Mais bon, on essaie toujours de voir comment on a souvent choisi des terrains, on n'aime pas trop travailler sur des places publiques. La place publique, parce que la place publique, il y a toujours ces événementiels, justement marketing, souvent. La place publique, elle est souvent déjà dessinée, il y a déjà tout, il y a des grands. Donc il n'y a rien sur quoi s'accrocher. Et comment on introduit aussi la notion d'habiter dans l'espace public, en tout cas la place publique, pas l'espace public. Nous, on a eu tendance à plutôt favoriser des terrains qui sont peut-être des terrains privés, qui ne sont pas utilisés ou qui sont en attente d'être développés, qui ont le potentiel d'être ouverts, fermés, etc., pour justement pouvoir avoir cette flexibilité entre l'habité, le côté intime, le côté public, et d'un coup les barrières entre le public et le collectif, l'habitat du collectif, soit quelque chose de moins évident. Donc ça c'est un autre terrain, vous voyez, ça c'est une parcelle privée aussi, on attend d'un nouveau bâtiment en Londres. Et on a eu l'occasion à plusieurs reprises de travailler, c'est devenu un peu notre territoire d'expérimentation particulière. On fait 3 projets maintenant depuis cette année sur ce projet, et on développe un projet pérenne avec le propriétaire de ce terrain, peut-être j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tard. Ou à Madrid, voilà, des terrains où on a enlevé, on a démoli une piscine municipale promettant aux habitants de refaire une nouvelle avec des nouveaux investissements, etc. Et finalement, on crée des terrains vraiment intéressants comme ça, qui sont un peu plus bas, qui sont au milieu de la ville, et ce sont des territoires. Et pour nous, c'est devenu une île, parce que c'était une île déjà. Bon, c'est Madrid, il fait chaud, etc. Donc, on a souvent la présence de l'eau dans le projet, parce que c'est un élément qui est important, qui crée une interaction directe, un usage directement. Et puis après, la forme architecturale dépend, il y a plein de paramètres qui font que c'est comme ça, mais il y a aussi toute la fabrication in situ qui fait que l'architecture qui est prévue au départ, ou en tout cas la stratégie d'occupation du territoire, le design est laissé aussi ouvert à la négociation, à la discussion, à la création, au moment de le faire. Et donc, c'est ce moment-là où on le fabrique, où tout le monde est là, présent, et on a les moyens d'échanger entre nous pour pouvoir fabriquer l'objet, même si au départ, on essaie de définir un espèce de programme, une structure, surtout quand on a d'autres intervenants qui viennent préparer le terrain, comme ça peut arriver. Ou à Venise, où tout le jeu était... on a souvent travaillé sur les portes, sur les entrées. Et c'est justement, les portes, c'est plutôt, enfin les portes, les seuils. C'est-à-dire ces interventions, on est obligé, quand je vous parlais du choix du terrain, la texture du terrain, la situation, la morphologie d'un terrain, il y a l'idée de ces installations qui sont furtives souvent, qui durent quelques mois. Elles doivent avoir un impact, une lisibilité immédiate. Et donc, l'idée de seuil, de passage, comment on rentre dans un autre territoire, comment on passe dans le cas du jardin, du jardinier, dans le pavillon. Nous, notre intervention, on l'avait principalement ancrée sur le toit, parce que c'est des problèmes de territoire international, etc. Mais Patrick Bouchard, sa stratégie à l'époque, c'était d'inviter Buren, parce qu'il voulait faire ce coup, il disait je vais inviter des jeunes architectes, et puis je vais inviter qui je veux pour faire ce projet, mais il avait besoin d'une caution un peu institutionnelle. Et c'est pour ça qu'il a invité son ami Buren pour faire quelque chose, donc c'était la porte. C'était ça le seuil, c'était différents niveaux de... Alors, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Des fois on rencontre ce genre de situation, mais ce genre de photos, on les garde, on les prend, on est là, c'est en Lettonie.
Ah oui, j'en parle. Et là où je reviens par quoi j'ai commencé, c'est que en tant que collectif, on habite le jour 1 qu'on commence nos projets. Et du coup, la notion d'habiter, de vivre sur place, est super importante. Parce que dans cette notion de comprendre aussi le projet à travers la journée, à travers les temps de construction, de trouver que le projet aussi s'adapte aux besoins essentiels qu'on a besoin pour pouvoir habiter le lieu, ils sont essentiels pour pouvoir accueillir aussi le visiteur ou les voisins. Et d'être dans un statut, aussi on est des voisins, on est là, on habite là aussi comme vous, et on fabrique ce projet où on ouvre cette architecture, on vous l'ouvre. Et souvent, cette dimension d'habiter, non seulement elle a un côté pratique, parce qu'on se retrouve dans des terrains un peu ouverts, qui nous permet de créer, d'assurer la sécurité des outils, ce genre de choses, très banalement, mais le fait d'habiter un lieu, ça permet aussi d'insuffler ou de fabriquer une autre saveur à l'architecture. C'est-à-dire que les gens le perçoivent, ils le sentent. On remarque que c'est pas un espace public qui est censé être adaptable à tout le monde, qui n'a pas sa personnalité. Il a sa personnalité parce qu'il y a des gens qui l'occupent, qui l'ouvrent, qui se posent la question comment on passe de ce statut d'habitant à un statut d'individu public. Et donc, après, suivant les projets, on a essayé de mettre en œuvre différentes méthodes. C'est toujours, et en plus on répète, c'est un exercice sur chaque projet, voilà, comment on habite, et puis on devient de mieux en mieux, on arrive plus facilement faire une cuisine directement, récupérer les outils qu'on avait avant. Voilà, il y a toute une dynamique qui se met en place, et il y a aussi cette dynamique, la dynamique collective, elle est basée aussi sur ce vivre ensemble à la base de la fabrication du projet. Et après, cette notion d'habiter, on invite aussi, dans certains projets, certains habitants à habiter le lieu avec nous, et ainsi de suite. Ou plus fabriquer un hôtel sur une forêt, c'était à Rotterdam. C'était vraiment le projet, c'était 3 jours, c'était l'idée de fabriquer sur une petite île, dans un parc. Donc c'était aussi nouveau, comment on fabrique une porte, comment on fabrique un accès à cette île qui était là, une île décorative au milieu d'une espèce d'étang d'un parc du centre de Rotterdam. Voilà. Ce geste de passe, il y a un seuil. Et derrière, on pouvait habiter le lieu. C'était un petit jeu, essayer de trouver un projet qui était adapté, en tout cas, des fois on se retrouve dans des situations, on essaie de les éviter, mais voilà, comment on répond à des temporalités extrêmement courtes, même s'il y a beaucoup de travail, plus de temps de travail que de temps de vie de l'architecture elle-même. Ou là, à Madrid, à gauche, la porte qui était la porte existante, et après, quand il y a eu une manif, elle était respectée, quelque chose. Ou bien, à Londres, aussi une porte, mais là c'est une porte de 27 mètres de long, c'est-à-dire c'est comment on ouvre d'un coup toute la parcelle privée qui appartient à un promoteur, on la rend au public, donc on a mis au point cette fabriquer ces portes qui descendent, qui deviennent des sols et qui permettent le soir de fermer, de recréer l'intimité, de jouer là-dessus. Donc ça c'était aussi pour le moulin, c'est très important, c'est que le lieu était en arrière comme ça, et puis cette espèce de je trouve que c'est mon téléphone, on m'a laissé celui. Et ces portes-là, ces temporalités-là, c'est ça, ça fabrique cette poésie aussi, ce moment, cette émotion quand on passe de l'espace public général, de circulation, comme tu en parlais, comment on rentre après, on découvre ce qui se passe derrière, comment aussi on invite les individus à adapter une espèce des usages ou des comportements. Et la porte, alors ça a l'air on parle souvent, pour nous la porte c'est l'endroit où on accède, mais c'est le seuil, c'est vraiment quelque chose de très fort.
Et voilà, c'est en le faisant, on se dit, mais effectivement, ce mur, il était là, et puis on découvre en explorant qu'il y avait la possibilité de créer cette porte. Non, pas forcément. Ok, ouais, d'accord, pas de problème. Voilà, et les inaugurations, Laurent Petit, c'est l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, si vous avez inauguré des projets, toujours cette notion de... Et puis la notion de toiture est importante, j'arrive de sur basique, comment on crée un abri, et ces choses-là reviennent en permanence, d'un point de vue architectural, d'un point de vue essentiel, qu'est-ce qui est essentiel pour déclencher des dynamiques ou des occupations d'un territoire. La toiture, bien sûr. Après, on peut la développer. C'était au niveau de l'histoire du champignon. Je ne peux pas vraiment développer parce que j'avais vraiment envie de montrer comment voilà, les différentes formes, sans vouloir montrer une esthétique d'un projet, mais qu'il y a des choses qui se travaillent sur chaque projet, dans des éléments de l'architecture qui se retrouvent, qui sont développés. On a envie de tester ça cette fois-ci. Et ça se met en lien avec comment ça se met en lien avec la fiction, avec l'histoire qu'on a envie de raconter. Cette histoire, si elle est fictionnelle, elle se base aussi sur des choses qu'on découvre dans le lieu, qu'on a envie d'exprimer. Des toitures qui sont en fait des plateformes. Voilà. On utilisait beaucoup le bois, bien sûr, parce que le bois ou l'échafaudage, ce genre de choses, parce que c'est des matériaux qui sont disponibles, c'est des matériaux qui font sens dans les temporalités de ces projets-là. Après, il n'y a aucune velléité de conscience écologique, je ne saurais même pas comment exprimer à travers ces matériaux ou pas. Quand on fait un projet qui dure 3-4 semaines, il y a des méthodes de fabrication, donc on se rend compte comment on adapte les méthodes de fabrication aux temporalités et aux temporalités de l'architecture qu'on a envie de trouver. L'eau, le sauna, le bien-être, le corps, la flotte qui est soit un élément qui est là parce qu'on habite le lieu, du coup c'est devient un programme, un usage intime, personnel, etc., privé, qui est partagé aussi publiquement parce qu'on avait un petit bain à côté, du coup on peut se doucher, mais aussi l'eau en étant un matériau performatif et qui pour moi est super important dans l'architecture, dans l'espace public, parce que c'est un matériau qui crée une certaine fascination et qui offre des usages multiples. Et, voilà. Peut-être je peux arrêter là, et je pense qu'après, si jamais je veux revenir sur les images. Oui, je pense que c'est mieux le débat, et puis plutôt que de rentrer. Il y avait des histoires. Oui, donc débat, donc on va laisser peut-être la parole à la salle. Parce qu'on ne peut pas parler comme ça de la participation et que la salle soit passive. En fait, j'aurais une petite question par rapport à la partie économique de vos projets. Finalement, là on parlait pour un film, il y a un producteur, il y a un réalisateur et après il y a le consommateur. Et finalement, le capital que vous avez pour vos projets, vous avez eu où en fait? Parce que quand vous êtes sorti de l'école, Ouais. vous avez fait un projet, vous avez, comme nous, pas de capitaux. Ouais. Et est-ce que c'est les fonds publics qui vous servent par ce projet-là? Finalement, le consommateur, finalement, c'est indirectement le financeur de ce projet-là en tant que contribuable voilà. Et il y a eu très peu de fonds publics de ces projets aussi, j'imagine que quelque part, des choses comme là.
la Metavilla, Rodis, je ne sais pas d'où il y a l'argent, mais j'imagine qu'il doit y avoir des choses publiques. On a travaillé récemment avec la ville de Vitrolles, effectivement, c'est des fonds publics. Après, on a été dans des situations où c'était des commissions artistiques, donc souvent il y a pas mal d'argent aussi privé qui investit dans les projets. La plupart des projets qui sont là, à part Metavilla où il y a eu un projet conséquent, je crois, tout le projet, mais avec la programmation et tout ça, il y a à peu près 500 000 euros, je crois. Mais la plupart des projets qu'on a fait, c'est des projets où on a vraiment des petits budgets, c'est-à-dire par rapport à l'aspect constructif, etc. C'est-à-dire on ne gagne pas d'argent là-dessus, donc j'entends aussi ta question, dire voilà, mais comment vous faites pour survivre? Et on avait mis en place un modèle qui reste valable jusqu'aujourd'hui, c'est de savoir, c'est à un moment donné, et on est toujours dans ces aventures collectives, il y a toujours ces discussions qui reviennent, parce que nous on a sur l'idée du rôle de l'individu, l'économie, quelle est l'économie de chaque individu. Souvent, les gens ont des économies différentes. Nous, on a à la sortie de l'école, on travaillait, on faisait des images, etc. On avait une espèce de revenu, enfin, on arrivait à fabriquer un revenu individuel qui nous permettait après d'être moins regardant sur les budgets, des choses qu'on mettait en place. Donc, on avait une espèce de double casquette comme ça qui disait voilà, d'un côté on a ces projets-là où on investit, on se permet d'expérimenter, on a cette opportunité-là, prenons la totale liberté de faire ce qu'on veut, de ce qu'on a envie de proposer, ce qui nous semble, en tout cas ce qui nous semble intéressant à faire dans ces situations-là. Après, on ne bâtit pas une économie sur tous les projets qu'on a fait, enfin une économie durable, je voudrais dire. Mais c'est un choix. Parce que finalement, si vous aviez des fonds publics, vous auriez été plus contraint finalement à faire votre projet ou Ah oui, j'imagine que les fonds publics, quand des fonds publics se débloquent par rapport à un projet, c'est que déjà le système public s'est posé la question du pourquoi on va faire ça. Et souvent, en tout cas, on le voit sur la question de la participation, c'est pas forcément la façon dont les élus ou les politiques ont compris la participation, qui commencent à intégrer dans leur discours, à intégrer dans leur financement, qui est en fait une opportunité pour nous de travailler, de continuer à travailler sur ce genre de domaine. Je veux dire qu'effectivement, il y a cette notion de contrainte, mais c'est pas du tout pour la notion de contrainte. Je pense que ce qui est intéressant, on a eu l'occasion à Saint-Jean-en-Royan de travailler avec une municipalité. C'est une expérience, il faut les faire. C'est vraiment, il faut l'aborder avec ce qu'on a fait jusqu'à présent et d'essayer et de se poser la question, de se dire voilà, qu'est-ce que j'apprends dans cette situation-là, voilà, de se poser toutes les questions, pourquoi ils en arrivent là, et c'est en le faisant, c'est en forgeant le projet, voilà, qu'on comprend les tensions, et c'est vrai que peut-être l'expérience qu'on essaie de chercher dans ce cadre, je pense, des projets peut-être publics, mais il y a tout un accompagnement de projet, je pense, de pédagogie, de bien être clair de savoir comment on veut travailler, pourquoi on veut travailler comme ça, et de l'expliquer, d'avancer au pas à pas. Après, ça crée des frictions, forcément. Et on n'a pas envie, forcément, nous on essaye de dire dès le départ qu'on est dans le cadre d'un projet, que ce soit avec un privé ou avec un... Vous avez bien envie. Voilà, ce qu'on n'a pas envie de... C'est qu'on essaye on se dit au fond du mail, on n'a pas envie d'être dans une relation de client-prestataire. Et c'est pour ça qu'on ne s'est pas mis en agence. On n'a pas envie de fabriquer une agence en tant que telle et de produire tout ce qu'il faut autour. C'est un projet. Voilà, le collectif, c'est un projet. On peut participer à plusieurs projets individuels. Et votre statut, c'est en tant qu'artisan ou auto-entrepreneur je me sens architecte, je ne suis pas à l'ordre. Il n'y a pas besoin de... En Angleterre, moi, ça fait 4 ans. En Angleterre, il n'y a pas forcément besoin. D'accord. Ils ont le RIBA, le Royal Institute of British Architects, mais c'est plutôt un club de gentlemen. J'ai l'impression que le problème. Ensuite,
tous ces clubs-là, bah, c'est ouvrir des réseaux, c'est faire ce travail de réseau. Alors ça, on a envie de le faire, on a envie de le faire. Chacun se sent à l'aise ou pas de le faire, mais je pense que... Voilà, enfin, je ne sais pas si j'ai un peu... Non, c'est... Il y a Nathalie. Oui, moi je voulais poser une question par rapport à la question environnementale justement. C'est-à-dire que dans les années 60-70, on voit grandir cette question, cette problématique de l'écologie politique, en même temps que ces démarches participatives, que ces démarches d'autogestion, enfin il y a eu tout un mouvement qui est bien connu. Je voudrais savoir de quelle manière vous voyez l'influence de cette dimension écologique telle qu'elle est comprise aujourd'hui sur vos propres projets. Parce qu'il y a eu différentes époques par rapport à cette compréhension de l'écologie. D'accord. Moi j'ai tendance, tout ça, c'est comme la participation, c'est que des termes qui cachent ou qui englobent plein de choses. Je pense que j'ai tendance à penser à l'écologie par essayer avoir un peu cette prétention d'essayer de trouver une réponse juste à un lieu, à essayer de comprendre quelle est la quantité de matériel qu'on met en œuvre pour répondre à une certaine fonction. Alors, je discutais avant, par exemple, je trouve l'exemple du toit qui est dans la cour, là. C'est assez intéressant de voir que pour une fonction de toiture, on a besoin d'une structure aussi énorme pour porter du plastique gonflé, c'est-à-dire qu'il a besoin encore d'énergie pour que le truc se dégonfle pas, etc. Moi c'est ça qui me semble important. L'utilisation des matériaux dans l'écologie, le bois peut être écologique comme il ne peut pas l'être aussi. On utilise, par exemple, vous avez pu voir, il y a ces matériaux blancs, c'est du PVC. Mais quand on pense à ce PVC, ce rouleau qu'on achète à 300 €, qui fait 200 mètres carrés, qui pèse 60 kg, et qui permet de faire une vraie toiture de 200 mètres carrés, d'abriter de la pluie 200 mètres carrés. Donc, moi, c'est toutes ces questions, j'ai pas vraiment de réponse. Je pense qu'il y a une question écologique à utiliser ça dans ce cadre-là, dans le cadre des projets. Moi, je trouve ça assez juste d'utiliser ce matériau-là et de ne pas faire, de pas être, dire, on utilise encore un matériau PVC à base de pétrole, de matières fossiles, etc. D'un autre côté, moi, ce qui me fait énormément peur, je vois beaucoup de projets qui sont surtout à Londres, ils sont très forts. C'est pour ça que j'adore cette ville, justement, parce que développer, c'est produire. Et il y a toute cette question, surtout au niveau écologique, de ce qui est comment on place un produit sur le marché, le product placement. Alors, d'un coup, là, j'ai vu des architectes qui ont fait devant la Tate moderne, il y a un nouvel escalier, il s'appelle l'escalier sans fin, etc. Et en fait, on regarde, et voilà, c'est telle boîte qui met à disposition, tel bois pour, etc. Pour moi, je sais pas, peut-être qu'il est là, l'architecte, mais pour moi, non, c'est peut-être pas une méthode. Pour moi, ce qu'on fait là dans la cour, c'est du product placement. C'est-à-dire que pour des étudiants architectes qui vont préconiser des matériaux, des techniques, des solutions techniques, on leur montre, on voit ça, comme on voit le polycarbonate, etc. Mais comment on utilise ce polycarbonate? Comment on utilise tous ces matériaux? Moi, c'est ces questions-là que je me pose sur les projets. Et si j'ai envie d'utiliser du bois, c'est parce que ça va créer un son, ça va créer une ambiance, et peut-être, je vais dire, là, est-ce que le traitement du sol sur lequel cet élément de bois va être fait, est-ce que ça a besoin d'une vraie dalle en béton qu'on va devoir faire à nouveau clean, ou est-ce que ça peut juste venir se poser? Je pense que c'est dans les choix, les options architecturales qu'on a devant soi par rapport à un projet qu'on peut peut-être aussi répondre à cette question de l'écologie. Moi, ce que j'ai peur, c'est effectivement sur le marché de l'écologie qu'il y a derrière, une bombarde de produits. Et je trouve justement que l'architecture, pour avoir un peu abordé ces questions des écotechniques, a une compréhension très locale et pas très globale justement de cette question de l'écologie. Et que même sur les échelles intermédiaires, il y a une
difficultés du travail de l'architecte par rapport à ça. Sur l'aspect global, vous dites Sur, par exemple, les grands cycles, ou, enfin, j'ai l'impression que les réponses, elles sont très, très locales. Enfin, et qu'il y a une compréhension un peu réduite au bâtiment, si j'ose dire. Oui, à la fois, je pense que c'est des plus petites échelles que individuellement, on a potentiellement peut-être plus comprendre, qu'on peut plus aborder la chose. Moi, j'adore les Anglais. C'est les cultures qui fabriquent aussi ces choses-là. Et il y a plein de gens qui prennent des positions sur des grandes thématiques, je suis d'accord. Okay. Je vois aussi d'un coup il y a des extrêmes qui apparaissent comme ça, protéger le chien des Coréens qui mangent du chien. Alors, ça se trouve, alors là, qu'est-ce qu'ils racontent? Je pense que c'est des notions. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a un gros problème global, mais qui est plus lié peut-être, que tu disais, à toute cette chaîne de fabrication, de structuration. Mais la question est intéressante, parce que ta matière, elle fait si les architectes ne se mettent pas à dire que tout ce qu'ils utilisent localement, ça circule. Mais c'est intéressant. C'est une compréhension. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on dirait qu'on a laissé le terrain du discours global à certains architecteurs. Et qu'il y a tout un autre groupe d'acteurs qui s'est dit répondons au local, au moins on saura ce qu'on fait. Et en laissant le terrain vaste et vague à d'autres. Tout à fait, mais moi je pense qu'on se positionne. Moi tous les jours je me positionne là-dessus. Sur ces questions-là, quand on voit les scénographies qui sont faites avec des matériaux pas possibles, etc., ça n'a pas de sens. Comment on reçoit, comment on se positionne vis-à-vis de ces questions-là? Est-ce qu'on écoute un grand prêche de quelqu'un qui va être assez fort pour vous dire ah bah ouais, effectivement, ou bien est-ce qu'on va comprendre quand on va mettre en œuvre du bois et qu'on va aller à la scierie et qu'on va commencer à comprendre si on va à une scierie ou si on va à un fournisseur d'aller ce bois-là, mais effectivement, tu sais, il vient de Scandinavie ou Sibérie, etc. Il est plus spongieux qu'un bois local, etc. Mais, du coup, on apprend, mais comment on l'apprend ça? On ne nous dit pas. Et moi, je regarde pas. J'aime pas trop regarder les TED conferences et tout ça, j'ai l'impression que c'est des grands prêches, tout ça. C'est tellement. Après, j'aime bien les écouter parce qu'on arrive à récupérer des choses à partir du moment où quelle est l'expérience qu'on a construite pour pouvoir comprendre et faire les connexions entre ces choses-là. Je suis tout à fait d'accord. Il y avait une question là-bas, tout au fond. Parce que la parole doit circuler, bien sûr, c'est pas que l'autre. Bonsoir. En fait, je voulais vous demander par rapport à la structure du collectif, qui est en fait finalement une alternative à l'agence d'architecture, comme on la connaît. Et donc, d'une certaine façon, c'est un peu aussi un refus, j'imagine, du système de production classique de l'architecture, avec la pratique de l'agence, du concours et tout ça. Mais finalement, en fait, vos détracteurs pourraient vous dire que vous n'êtes pas sur les mêmes types de marchés, puisque finalement, vous allez être plutôt dans des installations éphémères, dans le temporaire et tout ça. Première question, est-ce que vous aimeriez réinfiltrer des types de projets ou des types de marchés plus pérennes, ou avec votre façon de faire, on pourrait appeler classiquement le bottom-up? Est-ce que vous aimeriez réinfiltrer ce genre de pratique? Ou alors contaminer ou faire évoluer le système tel qu'on peut? Belle question. Oui, c'est une bonne question. Mais, on y arrive. Et, c'est pas se poser la question de quel marché dans lequel on veut. Moi, je ne pose pas les questions comme ça effectivement, quel est le marché dans lequel j'ai envie de placer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le collectif, le groupe, le noyau dur qui permet à ce collectif de vivre, il se pose aussi, on échange sur ces questions-là. Et je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer les suites de ce projet à Londres sur les pins, le Souna, etc. C'est que ces projets éphémères, si on voit par exemple le projet à Madrid, l'Oasis, etc. Aujourd'hui, ce lieu-là, ça fait 2 ans que c'est une place publique, qui n'a pas été financée publiquement.
On n'est pas tout responsable des choses. On a ouvert les portes, on a fait un projet éphémère, on a été invité par un collectif local. Ces projets-là, c'est des premières étapes. C'est des premières étapes. Si on attend toujours les pouvoirs publics ou les privés de savoir exactement ce qu'ils veulent faire et qu'est-ce qu'ils veulent produire comme type de ville, etc. Effectivement, là on devient un marché, on attend, on est dans nos bureaux, on attend et on fait du marketing, peut-être pour être connu, et on peut répondre, on fait des concours, etc. Je suis d'accord, j'ai une position assez antagoniste de ces trucs-là. Je n'ai pas défini par défaut de dire je vais être contre la pratique. C'est juste que on s'est rendu compte en faisant, quand on commence à tirer des ficelles et on commence à fabriquer sa propre pratique. Et moi j'ai envie de continuer ça, et j'ai envie d'arriver. Et en ce moment, on est en train de développer un projet pérenne. Et les projets éphémères ont permis à une des parcelles à Londres d'être une parcelle qui a été ouverte, commissionnée pour faire ces projets, et permis à des jeunes artistes, designers ou des gens qui font des jardins de tester ce qu'ils pensent, c'est-à-dire de le faire, de le réaliser avec des petits moyens, mais d'avoir un terrain d'expérimentation. On est retourné sur ce terrain, on a créé, le projet éphémère, on crée une relation avec le propriétaire du terrain. Et aujourd'hui, on travaille avec lui à voir comment l'expérience et les matériaux, ce qu'on a compris du quartier et les réseaux qu'on a fabriqués dans le quartier avec ces projets éphémères, comment ceux-là définissent un nouveau développement. Et ça, c'est avec un privé, c'est-à-dire qui, lui, peut aussi avoir effectivement des intérêts économiques, mais il faut les accepter aussi. Et c'est comment on arrive à... Et cette expérience-là, elle me semble, en ce moment, elle est intéressante, c'est pour ça que je reste là. C'est parce qu'il y a cette histoire-là. On a envie de la suivre, on a envie de la développer, de voir comment on négocie ces choses-là. Que ce soit avec le public, que ce soit avec le privé. J'ai l'impression que le privé a une certaine... ça c'est peut-être un côté... un petit peu anglais. Le côté privé, ça peut aller beaucoup plus vite aussi. Mais ça ne dit pas, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il faut se mettre de côté, dire non. C'est un apprentissage. Comment on parle avec un promoteur privé? Comment on discute? Comment on développe un projet dans un cadre public? Comment on développe un projet dans un cadre privé? C'est des choses sur le terrain qu'on apprend sur le terrain. Le problème, c'est que si en tant qu'étudiant, on se retrouve sur AutoCAD, ou en tant que jeune diplômé sur AutoCAD, après, c'est très bien, on peut apprendre des tas d'autres choses. Sauf qu'on n'a pas ce contact-là. On n'a pas ce qui fait le projet à la base, qui est la négociation, qui est comment on arrive à fabriquer un propos par rapport à une envie de fabriquer de l'architecture ou un projet, ou de répondre à une situation. Et c'est tout ça. Donc oui, moi ça me... je n'ai pas envie d'identifier un marché, de dire que je vais mettre tout le marketing qui est en place pour pouvoir atteindre ce marché. Non, c'est pas... Ouais. Voilà. Non, mais moi ça me fait penser à ça. C'est pas exactement la question que je posais. Oui, donc, tu parlais tout à l'heure de récupérer les outils après donc une fin d'intervention. Ouais. Tu dis que tu récupérais les outils et que du coup ils servaient aussi pour la suite de vos projets. Mais qu'est-ce que vous laissez sur place en fait? Quel est l'héritage? Quel est votre héritage dans les autres projets? Pas par rapport à Londres, là où il y a une suite, mais dans les autres situations, qu'est-ce que vous laissez sur place? Il y a eu... je pense qu'il faut voir ça avec il y a plusieurs niveaux de choses. Il faut accepter les... Moi j'accepte maintenant au début, je suis toujours là, ça ne dure jamais, puis on n'est jamais content, il faut les démonter, etc. Il y a plein d'histoires qui peuvent se fabriquer. Alors, soit à Madrid, parce qu'on a travaillé avec des collectifs locaux qui nous ont invités dans un cadre, dans un événement type Nuit Blanche. On n'a pas travaillé pour une nuit, on va dire qu'on travaillait au moins pour 2-3 semaines. Et ça a permis, après, d'initier quelque chose, et eux, sur place, prennent le relais.
on ne peut pas tout organiser, on ne peut pas avoir la prétention de tout organiser, surtout quand on est à l'étranger ou dans ce genre de situation. Le moulin, c'est devenu un jardin, c'est un groupe d'habitants qui, voilà, parallèlement à notre intervention qui permet de déclencher les choses parce qu'on l'a fait, parce qu'on crée une occupation, on montre un usage potentiel d'un terrain, et en même temps, il y avait des architectes locaux qui avaient fait une étude sur le quartier, qui eux étaient plus en position de récupérer de l'argent public pour pouvoir fabriquer des projets, parce qu'ils avaient fait toute une démarche avec les habitants, etc. Ça a fabriqué un projet pérenne. Et on a collaboré pour créer un petit objet architectural qui est juste un toit, et qui permet qu'aujourd'hui, il y a un jardin avec un café, qui trouve son autonomie financière, et avec des gens qui sont là depuis le début, qui participent aux réunions d'information des projets qui se passent dans le quartier, qui d'un coup fabriquent une histoire avec les designers et tout ça. Il faut les repérer aussi, ces gens-là. Après, il peut très bien y avoir, des fois on a pu fabriquer un petit bouquin. Voilà. C'est un souvenir aussi. C'est bien d'avoir des bons souvenirs, surtout quand on est jeune. Je pense que c'est un héritage, j'ai pas envie de... Il y a beaucoup de territoires où on est arrivé de but en blanc comme ça. Il ne faut pas avoir peur de ça. Je pense qu'en tant que designer, on peut aussi comprendre. On n'est pas là, on n'a pas besoin de faire 15 réunions avec des post-it ou avec des espèces de jeux participatifs pour essayer de bien comprendre le territoire. On a d'autres expériences. On est dans un territoire européen, on parle toujours de ça. On peut se sentir aussi bien à l'aise ici que là-bas, en étant conscient des différences, des choses. Tu vois, voilà, c'est sûr, les Anglais vont pas se comporter pareil que les Espagnols, du Méditerranée, je sais pas. Alors, il y a des comportements, on apprend l'histoire aussi qui forge ces cultures. Moi j'étais intéressé de discuter avec les locaux pour savoir quelle est l'histoire des militants espagnols. Ils ont des histoires similaires en Italie, etc. Donc il y a des tas de trucs et on construit, on fabrique son chemin. Et l'héritage, c'est pas parce qu'on va laisser un banc ou un peu de matériel que forcément ça va changer. Moi je préfère être à fond et dire de transformer l'idée du promoteur qu'il avait au départ, de voir. Et c'est ce qui se passe aussi. Avec Julien, qui a travaillé avec nous sur le projet en Lettonie, etc., qui a lancé ça. Et au début, c'est un atelier. Là, on a besoin d'ateliers pour jeunes. Des gens qui veulent lancer leur pratique, qui n'ont pas beaucoup d'argent pour mettre dans un atelier, et ça commence comme ça, et puis il y a de plus en plus de monde, et puis il y a la conscience d'organiser tout ça, et que ça crée aussi de l'événement public, de la fabrication culturelle, etc. Voilà, et ça part d'une intention qui est... Mais l'idée, c'est d'être en contact avec ces choses-là. Et pas de se dire avant, oui, on va laisser ça après. Sur ce, je crois qu'il y a d'autres événements justement à Versailles qui nous forcent ce lieu. On remercie M. Henninger. Quoi ? Moi aussi, je parle. Oui, non, mais c'est très bien de parler beaucoup, mais là c'est juste qu'on a plus Oui, le temps, je sais. Mais on te réinvitera si tu veux. Oui, mais notre métier c'est de blablater, je suis désolé. Mais t'as été aussi, tout le monde a son quota. C'est ça, on souhaite que les étudiants, vous avez aussi l'internet de toute façon, c'est tout fourni, mais il est quand même là, et puis que ça vous fasse réfléchir, et puis à bientôt tout le monde, et merci encore à Nicolas. Merci.